Et on va revenir dans un instant sur ce jour important au Sénat avec vous, Hélène Fratz, la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Mais pour commencer, les réactions à la déclaration lundi, avant-hier donc d'Emmanuel Macron, et on en parlait encore déjà largement hier matin, déclaration sur la possibilité d'une intervention de troupes occidentales en Ukraine. Il faut dire que les propos du président, en dépit de ses précautions oratoires, provoquent beaucoup d'émoi et d'inquiétude. Et maintenant, des troupes. Le Parisien aujourd'hui en France évoque ce matin la disparition, depuis le début de la guerre en Ukraine, la fin du temps de l'insouciance et le retour de la crainte d'un conflit conventionnel sur le continent européen. D'après l'opinion, le vrai plan d'Emmanuel Macron aurait été d'ouvrir le débat et d'envoyer un signal au président russe Vladimir Poutine. Libération en est un peu moins sûre, mais estime que quelle que soit, je cite, l'envie de provocation ou le niveau d'improvisation caché derrière les propos d'Emmanuel Macron, un changement est en train de se produire dans la position de la France et peut-être même de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Libération qui juge pour le moins malhabile l'intervention du chef de l'État. Si Emmanuel Macron était un grand diplomate, ça se saurait. Plusieurs quotidiens français qui accusent le président, Hélène, d'être un va-t-en-guerre. Oui, c'est le terme qu'emploie notamment Le Figaro, qui s'inquiète de ce que ces propos puissent provoquer l'effet inverse de celui recherché, en consolidant, je cite toujours, un bloc des timorés ou des prudents, après les oscillations du remaniement et la séquence agricole politiquement désastreuse. Le chef de l'État cherchait-il une diversion à la hauteur de ses enlisements domestiques ? Pour le journal, Emmanuel Macron s'est drapé dans la cape du chef de guerre dressé face à Vladimir Poutine, mais il l'a fait sans troupes ni munitions, un peu comme quand il avait convoqué la coalition anti-Daesh face au Hamas en se payant de mots. Quelle réaction à l'étranger ? Le quotidien officiel russe Commerçante souligne que ces déclarations ont en effet suscité l'indignation dans les milieux politiques français et la perplexité des alliés européens de Paris. Il cite entre autres, Pauline, la réaction d'une représentante du ministère russe des Affaires étrangères qui a interpellé Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux en lui demandant s'il avait, je cite, décidé d'organiser la division Charlemagne, la division SS française durant la Seconde Guerre mondiale, pour défendre le bunker de Zelensky, le président ukrainien. Si aucun allié, on le sait, n'a emboîté le pas du président, les critiques sont particulièrement vives. Outre-Rhin, en Allemagne, où le Süddeutsche Zeitung dénonce cette manie des grandes annonces jugées typiques d'Emmanuel Macron, le gouffre flagrant entre les actes et les promesses du président. Moins d'esbrouf, davantage d'obus, demande le journal suisse La Tribune de Genève, en ironisant sur le silence gêné qui a répondu aux fulgurances élyséennes. Beaucoup de débats aussi ici en France sur l'inscription ou non de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Les sénateurs, on en parlait dans le journal, doivent se prononcer aujourd'hui. La Libération fait état d'une contre-offensive massive des anti-IVG, dont le lobbying se serait resserré ces dernières semaines sur les sénateurs, dont certains ont reçu des courriers et des dessins de fœtus en pleurs. Militants anti-IVG ou militants pro-vie, la croix choisit un autre terme, tout en rappelant que 83% des Français jugent positive à la fois l'autorisation de l'avortement par la loi française, mais aussi la liberté l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution, soit une écrasante majorité face à un mouvement anti-IVG qui reste marginal dans l'opinion publique et dont les militants, d'après la Croix, catholiques pour la plupart, se distinguent par leur jeunesse, notamment au sein de l'association La Marche pour la Vie. La Marche pour la Vie, c'est une manif de gamins, témoigne Émile Duport, qui est une figure de ce mouvement. La plupart des militants pro-vie sont des enfants de militants pro-vie. Et comme ils font beaucoup d'enfants, ça peuple les rangs de la marche. Voilà pour l'explication. CQFD, débat et polémique aussi au cinéma. Hélène, toujours en France, en cette journée de sortie des films en salle, c'est mercredi. Le Monde revient sur l'essor rapide du mouvement MeToo Garçon, lancé il y a quelques jours par cet acteur français, Aurélien Vic, dont le témoignage a entraîné des centaines d'autres témoignages d'internautes sur les agressions sexuelles et les viols dont ils se disent victimes, disent avoir été victimes
une libération de la parole masculine, nouvelle étape du mouvement MeToo, d'après le journal, qui précise que ce comédien s'est dit inspiré par la démarche d'une autre actrice française, Judith Godrèche. Celle-ci avait raconté dans Le Monde sa relation sous emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot alors qu'elle avait 14 ans, mais aussi les abus subis de la part d'un autre réalisateur français, Jacques Doyon. Celui-ci conteste ces accusations, mais d'après Libération, la sortie de son dernier film, prévu le mois prochain, a été reportée sine die. Libé rapporte que la production est finalement revenue sur sa décision initiale de maintenir cette sortie au mois de mars en raison de la réprobation du casting, notamment de l'actrice Nora Hamzaoui, qui est l'une des principales actrices, des acteurs qui jouent dans ce film, et également en raison des réticences des exploitants. D'après Libé, tout porte à croire que la sortie du prochain film de Benoît Jacquot, qui est envisagée, elle, l'année prochaine, est également en péril. On ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je tenais à souhaiter un très bel anniversaire au quotidien libanais L'Orient le Jour, qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Nous étions là, nous serons là pour un Liban pluriel, libre et souverain, promet le journal, sans transition aucune, juste parce que vous le valez bien. Je voulais aussi vous signaler cette histoire pour le moins abracadabrantesque lue sur le site du Parisien, une sacoche contenant un ordinateur et deux clés USB où étaient stockés les plans de sécurisation des JO de Paris par la police municipale a été volée lundi dans un train Gare du Nord, selon la police. Et à propos de train, The Times, le quotidien britannique, rapporte ce conducteur de train licencié pour avoir mis un exosquelette de tarentule puis une peau de serpent dans le casier d'une collègue pour lui faire une blague, a obtenu le droit de récupérer son emploi. Un tribunal a statué que les pitreries de Jonathan Richardson, c'est son nom, étaient des farces dont le but n'était pas de faire du tort à sa camarade, qui lui avait pourtant fait part de sa phobie des bestioles effrayantes. Pas méchant, mais pas super sympa non plus. Effectivement, merci beaucoup Hélène. Mais c'est quoi un exosquelette de tarentule? C'est pointu comme blague. C'est comme la carapace de la tarentule, voilà, si vous voulez. C'est pointu, c'est ça. Dit Damien Kokama, voilà. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse. À tout à l'heure.